Madame, Monsieur, bonsoir. Je suis très heureuse de vous retrouver ce soir. Au programme de cette édition, la situation géopolitique incandescente. Alors que Donald Trump multiplie les fronts entre le Venezuela et l'Iran, la guerre en Ukraine se poursuit et Vladimir Poutine semble vouloir reprendre l'offensive sur le terrain. Dans cette cacophonie, l'Europe est en passe de louper une nouvelle fois le coche. En Syrie, les nouveaux maîtres de Damas ont réunifié la ville d'Alep alors que les Américains ont bombardé des positions de Daesh, l'État islamique. Le pays est un peu plus stable mais demeure dans une situation fort précaire. Et puis retour en France avec un autre coup d'État, celui des juges. Le procès en appel de Marine Le Pen s'est ouvert et sa candidature à l'élection présidentielle sera déterminée par les magistrats. La guerre en Ukraine se poursuit de plus belle dans l'imbroglio mondial alors que l'enlèvement de Nicolás Maduro au Venezuela et les révoltes en Iran multiplient les points chauds sur la planète. La Russie maintient son cap sur le conflit contre Kiev. Le point tout de suite. Qui est le vrai proxy ? Alors que la guerre en Ukraine s'est toujours présentée comme le théâtre de l'affrontement entre la Russie et les États-Unis, les événements récents au Venezuela comme en Iran, alliés de Moscou, troublent encore davantage le jeu. Et si la stratégie de Donald Trump semble s'inscrire davantage dans la réaffirmation d'un impérialisme continental, dont l'appétit pourrait se rassasier avec la glace groenlandaise, on ne peut s'empêcher de penser que l'affaiblissement de Caracas comme de Téhéran permet aussi d'envoyer une mise en garde à Moscou, en plus de Pékin. Une mise en garde visiblement peu dissuasive. En effet, depuis quelques jours, la Russie a renforcé son engagement sur le territoire ukrainien et la nuit de lundi à mardi a donné lieu à des frappes de drones et de missiles sur Kharkiv. Parmi les dommages reconnus, des infrastructures énergétiques, cible de choix pour la Russie pendant l'hiver. Et pour cause, la stratégie est simple, le soutien de la population ukrainienne, à l'instar de ses ressources humaines mobilisées sur le théâtre de guerre, sont autant d'éléments fragiles pour Kiev. Et le général hiver accentue encore la tendance. Mais en dehors de cette guerre, disons conventionnelle, l'utilisation de l'Oreshnik le 9 janvier dernier a aussi secoué le monde. En effet, la Russie a envoyé un missile balistique avec des charges conventionnelles et non nucléaires sur un complexe industriel. Une frappe condamnée par l'ambassadrice américaine à l'ONU, Tammy Bruce. Grâce au leadership du président Trump, nous sommes aujourd'hui plus proches d'un accord que nous ne l'avons jamais été depuis le début de la guerre. Malgré cela, la Russie a lancé de nouvelles attaques contre l'Ukraine, notamment en tirant un missile balistique Oreshnik à capacité nucléaire sur une zone en Ukraine proche de la frontière avec la Pologne et l'OTAN. Cela constitue une nouvelle escalade dangereuse et inexplicable. Alors que les États-Unis travaillent avec Kiev, d'autres partenaires et Moscou pour mettre un terme à la guerre via un accord négocié. À un moment où le potentiel est énorme, grâce à l'engagement sans précédent du président Trump en faveur de la paix dans le monde, les deux parties devraient chercher des moyens de désamorcer la situation. Mais l'action de la Russie risque d'étendre et d'intensifier la guerre. Une condamnation de la frappe, mais un ton plutôt mesuré, notamment parce que Moscou a présenté cette attaque comme représailles après les frappes de drones sur la résidence présidentielle de Vladimir Poutine à Vaïlaï. C'est la deuxième fois que la Russie utilise cette arme de portée intermédiaire d'Oreshnik. La première fois remonte à novembre 2024, après l'utilisation de missiles Attack-MS par les Ukrainiens sur le territoire russe. À l'époque, Hervé Carrez, diplômé de l'école de guerre, nous avait expliqué le caractère révolutionnaire de cette frappe dans la politique de dissuasion. Alors dans cette confrontation stratégique, je pense qu'il ne faut pas parler d'escalade, il faut parler de réponses graduées, et notamment de la part des Russes. Et en se référant à la réponse graduée des années 60 des États-Unis en matière de dissuasion nucléaire, avec une différence notable et qui est d'une certaine manière révolutionnaire, c'est que par la suprématie technologique qu'ont les Russes avec les vecteurs hypersoniques, ils ont rajouté en fait une étape à cette réponse graduée. C'est une étape de dissuasion conventionnelle au moyen de vecteurs hypersoniques. Et cette étape qui n'existait pas, qui est révolutionnaire, pose un vrai problème stratégique aux Occidentaux parce qu'eux, ils ont une dissuasion essentiellement et exclusivement nucléaire,
avec pas de niveau de graduation ou de gradation. Force est de constater que plus d'1 an plus tard, les Occidentaux sont toujours sans réponse. Incapables de riposte graduée avant le stade nucléaire, ils sont aussi incapables de faire avancer la paix. Pour la porte-parole de l'Union européenne, l'heure de parler directement avec Vladimir Poutine n'est pas encore venue. Malheureusement, nous ne voyons aucun signe de la part du président Poutine pour s'engager dans de telles discussions. Nous n'y sommes pas encore. Nous espérons en effet qu'il y ait de telles discussions qui nous mèneront enfin vers la paix en Ukraine. Alors que les fronts se multiplient pour Donald Trump et que les tensions entre Moscou et Washington sont à leur comble, l'occasion de reprendre la diplomatie de la paix en main serait pourtant idéale. Mais Bruxelles et Paris poursuivent la stratégie de la surdité, déconnectée de la réalité militaire et de sa faiblesse sur l'échiquier mondial. La Syrie, entre combats persistants et espérance. La ville d'Alep a été réunifiée par le pouvoir de Damas, tandis que les États-Unis ont pilonné des positions de l'État islamique. Le pays demeure toujours dans une situation très précaire. Explication d'Olivier Frère-Jacques. La situation des Kurdes en Syrie connaît un tournant dramatique ces derniers jours, marqué par d'intenses affrontements à Alep. Après 5 jours de combats acharnés, les forces gouvernementales syriennes ont repris le contrôle des quartiers à majorité kurde de Sheikh Maksoud et Ashrafieh, forçant les combattants des forces démocratiques syriennes, les FDS, dominés par les Kurdes, à évacuer. Selon des sources officielles, plus de 400 combattants, dont des blessés, ont été transportés vers le nord-est syrien sous médiation internationale, tandis que 300 autres ont été arrêtés. Ces événements interviennent après l'échec des négociations entre le gouvernement de transition et le chef des FDS, Mazloum Abdi, sur l'intégration des institutions kurdes dans l'État syrien. Les autorités de Damas, dirigées par le président islamiste Ahmed al-Shara, ont salué cette victoire comme un pas vers l'unification du pays, évitant les massacres observés lors d'opérations précédentes contre d'autres groupes. Du côté de la population kurde, ce n'est pas le même discours qui domine. Personne ne parle de ce que nous vivons. Aujourd'hui, à Sheikh Maksoud et à Ashrafieh, ils jettent nos enfants du haut des immeubles. Je leur dis que le peuple kurde ne tombera pas. Le peuple kurde triomphera. Nous nous battrons jusqu'au bout et la victoire sera nôtre. Au moins 24 civils seraient morts pour plus de 100 blessés. Cette défaite révèle aussi des divisions internes au sein des FDS entre factions loyales au PKK et celles plus modérées, affaiblissant leur position dans le nord-est. Selon Benjamin Blanchard, directeur général de l'ONG SOS Chrétiens d'Orient, la situation des Kurdes a finalement peu changé par rapport au précédent régime politique. Alors la situation des Kurdes n'a pas tellement changé depuis la chute du précédent régime, du régime des Assad, puisqu'ils se sont regroupés dans le nord-est de la Syrie, au-delà de l'Euphrate, et ils sont toujours à la tête d'une zone autonome, ou en tout cas séparée, qui n'est pas sous contrôle du régime de Damas. Mais attention, ce n'est pas une zone où il n'y a que des Kurdes, c'est une zone où il y a, je pense, une majorité, c'est difficile de savoir, mais je pense une majorité d'Arabes sunnites, mais qui sont sous la domination des Kurdes et de leurs forces armées. Alors ensuite, il y avait l'exception d'Alep, avec 2 quartiers à majorité kurde, qui avaient une certaine autonomie, et cette autonomie vient de prendre fin avec la prise d'assaut de ces quartiers par les milices gouvernementales ces derniers jours, avec les combats que nous avons vus. Parallèlement, les États-Unis ont intensifié leur engagement militaire contre l'État islamique en Syrie. Samedi 10 janvier, une opération d'envergure impliquant une vingtaine d'avions et plus de 90 missiles a ciblé 35 sites djihadistes, dont des dépôts d'armes et des centres d'entraînement. Ces frappes s'inscrivent dans la continuité de celles de la Russie du temps de Bachar al-Assad. Alors le but des frappes américaines contre Daesh, c'est d'aider le gouvernement en place, qui est allié des États-Unis, donc de M. al-Shara, à lutter contre Daesh, qui reste toujours bien présent dans le désert syrien. Donc en quelque sorte, les frappes américaines ont pris la suite des frappes russes qui avaient cours du temps de l'ancien régime. Globalement, la Syrie sous al-Shara consolide son autorité centrale après la chute du précédent régime politique il y a un peu plus d'1 an. En unifiant Alep, mais sans trouver de solution politique avec les Kurdes pour le moment, les nouveaux maîtres de Damas parviennent à stabiliser leur pouvoir sans pour autant pouvoir protéger l'ensemble de la population sur un territoire encore très instable, notamment pour les minorités auprès desquelles l'association SOS Chrétiens d'Orient vient en aide.
Alors la situation humanitaire dans le pays s'est un peu améliorée avec la levée d'une partie des sanctions, une certaine stabilisation de l'économie. Là, on voit depuis début janvier, il y a une nouvelle monnaie qui est installée avec des nouveaux billets de banque. Ils ont enlevé 3 zéros. Donc on attend de voir si cela permet une amélioration de la situation. La monnaie s'était aussi stabilisée depuis un an. Elle était même un peu remontée, alors de manière un peu fictive parce que pendant un temps, il n'y avait pas assez de billets puisque les billets sont imprimés en Russie et donc avant que la Russie et la Syrie reprennent langue, il y a eu un temps de latence. Mais aujourd'hui, les relations sont tout à fait stabilisées avec la Russie et bien sûr avec les États-Unis et l'Union européenne. Et disons que la situation s'est un peu améliorée, mais elle reste tout à fait critique pour toute la population. Ensuite, il y a eu des massacres commis contre des minorités, notamment les Alaouites sur la côte, et puis contre les Druzes dans le sud. Et puis au-delà de ces massacres, il y a régulièrement des enlèvements, des assassinats qui visent plus particulièrement les communautés minoritaires que donc les deux précédemment cités, les Alaouites et les Druzes, mais aussi les chrétiens. Les juges ont-ils décidé de vous dire pour qui voter ? Ce mardi, le procès en appel sur l'affaire des assistants parlementaires du Rassemblement national a commencé. Entre les mains de la justice française, l'avenir présidentiel de Marine Le Pen. Renaud de Bourleuf avec l'éclairage de l'avocat honoraire Régis de Castelnau. Une présidentielle en jeu au tribunal. Ce mardi, la Cour d'appel de Paris a ouvert le procès en seconde instance de Marine Le Pen dans le cadre de l'affaire dite des assistants parlementaires. C'est l'exécution provisoire de son inéligibilité et donc la question de sa participation à l'élection présidentielle de 2027 qui est au cœur de l'attention. Rappelons que le 31 mars 2025, Marine Le Pen a été condamnée pour détournement de fonds publics à 4 ans de prison, dont de ferme mais sous bracelet électronique, et à 5 ans d'inéligibilité avec exécution provisoire. Nombreux commentateurs avaient crié à la décision politique, à commencer par la principale intéressée. Ce n'est pas une décision de justice, c'est une décision politique. S'il y a eu détournement de fonds publics, qu'elle soit condamnée à une amende, ok, je pense qu'on est tous d'accord, mais de là à ce qu'elle soit inéligible... Pour moi, c'est un assassinat politique. C'est pour casser le groupe et casser Marine. La décision de la Cour d'appel sera connue au cours de l'été. Il y a 3 scénarios possibles. Soit Marine Le Pen est relaxée, soit elle est condamnée mais sans peine d'inéligibilité, soit les juges maintiennent une inéligibilité l'empêchant de se présenter en 2027. Pour l'avocat Régis de Castelnau, c'est ce 3e cas qui est le plus probable. L'appareil judiciaire a montré que désormais dans notre pays, il l'a montré en 2017, il est un des éléments qui tient le choix des candidats à l'élection présidentielle. Je rappelle que le grand favori s'appelait François Fillon et qu'il a été liquidé politiquement, médiatiquement et surtout judiciairement au printemps 2017, ce qui a permis à Emmanuel Macron d'être 2e derrière Marine Le Pen et de l'emporter et d'être comme ça installé à l'Élysée depuis bientôt 10 ans. Alors, cette audience qui est une audience d'appel, c'est-à-dire que la décision a été prise dans le monde judiciaire de liquider la candidature de Marine Le Pen, de l'empêcher de pouvoir se présenter. Elle est la chef du premier parti de France. Elle est donnée favorite par les sondages, mais une décision de justice rendue au mois de mars de l'année dernière l'a condamnée à l'inéligibilité avec exécution provisoire. Mais même si par un miracle fabuleux, parce que Marine Le Pen aurait été à Lourdes, elle était relaxée ou n'était pas condamnée à une peine accessoire d'inéligibilité, il y aurait naturellement des pourvois contre cette décision, puisque ce serait une décision de cour d'appel, et que dans ce cas-là, la décision de la cour qui finalement lui rendrait son éligibilité serait suspendue. Et c'est la décision de l'année dernière qui s'appliquerait, c'est-à-dire la décision du tribunal de grande instance. Par conséquent, Marine Le Pen ne sera pas candidate en 2027 à l'élection présidentielle. Et le RN aurait donc Jordan Bardella pour candidat, à moins que les juges ne changent d'avis d'ici là. Lundi, le parquet national financier a confirmé qu'une plainte contre le député européen par l'association AC Corruption est en cours d'analyse. Une plainte pour favoritisme et détournement de fonds publics
déposée après un article du Canard enchaîné. De quoi rappeler le début de l'affaire Fillon en 2017. Il y a eu un coup d'État en 2017. Un personnage sorti de nulle part, que personne ne connaissait, qui a été propulsé par les médias de l'oligarchie, qui ensuite a été financé par des grands intérêts et qui a donc été candidat à la présidence de la République. Personne ne savait qui c'était, qui il était politiquement, hein, et qui, au mois de janvier 2017, était à 15-16% dans les sondages. C'est-à-dire qu'il capitalisait le centrisme style moderne, par exemple. Moyennant quoi, janvier, le raid judiciaire, médiatico-judiciaire, ne pas l'oublier, lancé contre François Fillon se déclenche avec des campagnes, avec des violations du secret de l'instruction. Tout ça est instrumentalisé et le jour de l'élection, eh bien, Emmanuel Macron passe devant François Fillon, qui a été très affaibli politiquement par cette campagne médiatique, mais hystérique, soyons clairs, que c'est une mécanique extrêmement sophistiquée qui a été mise en route, mais pour faire élire quelqu'un qu'on ne connaissait pas. Or, moi, ma thèse aujourd'hui, c'est qu'en 2027, le système, tous ceux qui lui appartiennent, qui en profitent, toute cette corruption, toute cette façon d'avoir confisqué l'État pour faire une politique, d'ailleurs, qui était celle souhaitée par les gens qui ont mandaté Emmanuel Macron en 2017, tous ces gens-là vont vouloir que ça continue. Ils ne peuvent pas accepter qu'il y ait une rupture, avec les conséquences que ça pourrait avoir pour eux. Et par conséquent, tout se prépare pour 2027. Hein. Moi, si vous me demandez des paris, je dis qui sera président de la République en 2027 ? Quelqu'un qui n'aura eu aucun ennui avec les magistrats. C'est eux qui vont choisir encore une fois. Et c'est la raison pour laquelle on a ce qui commence à mijoter autour de Jordan Bardella. Une mainmise des juges sur le pouvoir politique, à l'instar du feuilleton électoral en Roumanie qui a vu l'évincement d'un candidat en pleine élection. La France est-elle dans une situation comparable ? L'affaire incroyable, l'affaire roumaine, mais c'est pas grand-chose par rapport à la France, parce qu'en France, ça s'est déjà produit en 2017. Je rappelle, la Roumanie, il y a un candidat qui émerge, lui aussi un peu sorti de nulle part, et qui est à 20% au premier tour, hein, et qui va donc participer au deuxième tour. À ce moment-là, panique à bord, et qu'est-ce qu'on fait ? La Cour constitutionnelle roumaine, qui n'en a pas la compétence, commet une forfaiture toute simple, elle dit « j'interromps le processus ». Elle a des compétences de contrôle de l'élection, mais dans le cadre du contentieux de l'annulation. Il faut que l'élection soit déroulée et qu'il y ait un recours contre cette élection, et elle peut annuler à ce moment-là l'élection. Là, ils n'ont pas annulé l'élection, ils ont interrompu le processus électoral. Qui c'est qui était à la manœuvre ? L'ambassade de France. La France s'est beaucoup mobilisée pour cette affaire. Et nous avons Thierry Breton, qui est français jusqu'à nouvel ordre, hein, qui est venu dire à la télévision, ben oui, nous avons fait nous avons fait annuler le scrutin de Roumanie et nous ferons pareil en Allemagne ou ailleurs en Europe si les candidats ne nous conviennent pas. Ceux qui peuvent être élus. Il ne l'a pas dit exactement sous ces formes, mais c'est très exactement ce que ça voulait dire. Peut-être qu'il serait plus simple de demander à Mme von der Leyen de choisir le président français en 2027. Et à présent, passons à l'actualité en bref en France. Ils ne sont pas de retour, ils ne sont jamais vraiment partis. Ce mardi matin, plusieurs centaines d'engins agricoles ont voulu rejoindre l'Assemblée nationale et l'Élysée dans la capitale pour continuer de protester contre l'accord entre l'UE et le Mercosur, perçu comme un véritable coup de grâce à un secteur déjà en miettes. La mobilisation entend se maintenir alors que le Conseil de l'UE a donné vendredi son feu vert pour la signature définitive prévue samedi prochain au Paraguay. Comme prévu, la pièce de théâtre d'Emmanuel Macron, feignant l'opposition au traité de libre-échange, n'a rien changé. Malgré la situation et les exhortations de centrales syndicales à rentrer dans les fermes, les paysans n'ont visiblement pas décidé de laisser tomber le combat pour l'agriculture française face aux décisions politiques. Les péages vont vous rouler. Le gouvernement va présenter début février un projet de loi sur les transports. L'enjeu est notamment de financer la rénovation du réseau ferré, de plus en plus vieillissant. Selon des informations du Monde dévoilées lundi, le gouvernement voudrait flécher les revenus des autoroutes sur la rénovation des rails.
une taxe déguisée qui se répercutera directement sur les automobilistes. Notons que les routes secondaires seront aussi financées par les recettes des autoroutes. Les réseaux sociaux dangereux pour la santé des adolescents. Alors que certaines affaires avaient révélé l'impact des réseaux sociaux sur le harcèlement des plus jeunes, c'est désormais l'ANSES, l'Agence nationale de santé et de sécurité, qui conclut à une toxicité de ces plateformes après une étude de plus de 5 ans sur les jeunes de 12 à 15 ans. Les filles seraient plus sujettes aux conséquences des réseaux sociaux, notamment en raison de l'image quant à la beauté et à la minceur que ceux-ci renvoient. L'ANSES insiste sur les conséquences néfastes des écrans, mais aussi sur l'hyperstimulation des vidéos, des notifications ou gratifications, dont l'impact est lourd sur le développement cérébral des jeunes. L'agence refuse toutefois de soutenir l'idée d'une interdiction des réseaux pour les moins de 15 ans, laissant aux législateurs leur rôle, tout en mettant en avant l'importance de la pédagogie et du rôle des parents. Trafic à la ferme. Lundi, le tribunal judiciaire de Marseille a ouvert un procès pour trafic d'un pesticide interdit en France. 3,5 tonnes de produits interdits auraient été importés depuis l'Espagne vers des exploitants agricoles des Bouches-du-Rhône et de la Drôme. Ce procès est la suite de l'affaire dite des carottes de Coutances. En 2021, 8 exploitations du département de la Manche avaient été condamnées pour avoir utilisé du dichloropropène, un pesticide interdit en France car potentiellement cancérigène. L'enquête a dévoilé un vaste réseau fournissant de nombreuses exploitations dans le sud-est de la France. Le revendeur présumé comparaît pour faux, usage de faux, importation, détention et vente de produits phytopharmaceutiques dangereux pour la santé. Toujours après la bataille, la France lancera dès février les premières démarches pour ouvrir un consulat au Groenland avec une ouverture prévue avant l'été, comme annoncé par Emmanuel Macron lors de sa visite en juin 2025. Un représentant du Quai d'Orsay se rendra à Nuuk pour trouver un bâtiment adapté. Officiellement, seuls 6 Français y sont inscrits, mais le consulat aura des compétences élargies, accompagnement des résidents, soutien à une 30aine de chercheurs en expédition annuelle et développement de la coopération scientifique avec les Groenlandais. Il guidera aussi les entreprises françaises pour des investissements en exploration minière ou hydroélectrique. Ce geste politique vise à soutenir le Groenland face aux ambitions de Donald Trump, qui veut acquérir ce territoire danois semi-autonome. La France dispose déjà d'un consulat honoraire et le Canada ouvrira le sien prochainement, rejoignant une quinzaine de pays représentés. Poursuivons avec le reste de l'actualité internationale. Mobilisation pour la République islamique. En Iran, des centaines de milliers de personnes ont manifesté à Téhéran et dans plusieurs grandes villes pour soutenir le régime politique en place en réponse aux protestations qui agitent le pays depuis fin décembre. Le guide suprême, Ali Khamenei, a qualifié ces rassemblements d'avertissement aux États-Unis, accusant les politiciens américains de manœuvres trompeuses. Il a affirmé que ces mobilisations ont déjoué les plans des ennemis étrangers via des mercenaires iraniens, dans un contexte économique très rude pour la nation perse. Emmanuel Macron a condamné ce qu'il a nommé la violence d'État contre les protestataires, tandis que l'ambassadeur français a été convoqué à Téhéran pour visionner des images d'émeutes. Donald Trump a menacé d'intervenir militairement et imposer des droits de douane de 25% sur les pays commerçant avec l'Iran. Le chancelier allemand pour un axe indo-européen, Friedrich Merz, en visite en Inde, a plaidé pour une conclusion urgente d'un accord de libre-échange entre l'Union européenne et l'Inde, dans un contexte de profonds changements géopolitiques. Lors d'une conférence de presse à Ahmedabad, dans l'état du Gujarat, à l'ouest du pays, il a souligné l'importance d'exploiter le potentiel économique bilatéral, l'Allemagne étant le principal partenaire de l'Inde en Europe avec 50 milliards d'euros d'échanges annuels. Cet appel suit l'accord récent avec le Mercosur, vu comme un signe encourageant pour Berlin. Merz a rencontré le Premier ministre Narendra Modi et des responsables européens comme Ursula von der Leyen et Antonio Costa sont attendus en Inde fin janvier pour avancer ou signer l'accord. L'Inde représentant une alternative à la Chine pour l'UE avec ses 1,4 milliard d'habitants et des opportunités sur les terres rares et les puces électroniques. Détention provisoire pour le propriétaire du bar incendié à Crans-Montana. Lundi, les juges suisses du tribunal des mesures ont tranché. Jacques Moretti, gérant du Constellation, restera en prison. La justice valaisienne craint en effet une fuite de l'intéressé alors qu'il fait l'objet de poursuites pour négligence ayant entraîné la mort de 40 personnes et de lourdes blessures de plus de 116 victimes, dont certains luttent encore pour leur vie. Depuis la nuit du réveillon, les premiers éléments de l'enquête semblent accablants pour les propriétaires du bar, de la présence de mousse hautement inflammable au manque d'extincteurs en passant par l'absence d'issues de secours utilisables. Selon certaines informations, Jacques Moretti aurait tenté de faire pression sur les autorités pour rester en liberté. Il pourrait ainsi bénéficier prochainement d'une liberté sous caution.
Dans le même temps, la justice suisse semble pour l'heure très discrète sur les manquements lourds de l'administration locale qui n'avait plus contrôlé les lieux depuis plus de 5 ans. Reste donc à savoir si l'enquête permettra de mettre en lumière toutes les responsabilités dans ce tragique incendie. Et voilà, c'est déjà la fin de cette édition. Dès à présent, retrouvez Choc du Monde. Édouard Chano reçoit Raphaël Auclair, spécialiste de la Russie soviétique et contemporaine, pour évoquer la crise iranienne entre les menaces de Trump et le silence de Poutine. Précisément, la militarisation de l'Ukraine est l'origine du conflit. Pourquoi les Russes ont envahi l'Ukraine? C'est précisément parce que l'OTAN a armé l'Ukraine pendant des années. La principale revendication des Russes, j'ai eu l'occasion de le dire, c'est que l'Ukraine soit neutre, qu'elle ne soit ni côté OTAN, ni côté russe. Ils voudraient une Ukraine neutre, non pas une Ukraine avec des bases de l'OTAN qui puissent les viser. Alors, je fais une toute petite parenthèse, un petit peu avec recul historique. Pourquoi est-ce que la guerre froide a été résolue, a pu avancer justement dans ce genre de négociations? Parce que, justement, l'objet des négociations pendant la guerre froide, c'était l'Allemagne. Donc, on avait fait une partition, on avait fait Allemagne de l'Est, Allemagne de l'Ouest, donc tout allait bien. Et donc, on a pu, d'une certaine manière, trouver un compromis. Mais dans cette configuration, vous aviez encore tout le glacis soviétique, dont l'Ukraine, etc., des pays de l'Est qui restaient à l'Est. Donc, d'une certaine manière, la Russie avait encore son glacis. Et voilà, c'est le moment de se quitter. Merci à tous pour votre fidélité. On se retrouve demain pour une nouvelle page d'actualité. En attendant, portez-vous bien. Bonsoir.